Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ellie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une lecture moderne de l'histoire de Cassidy, le grand esprit vengeur de FNAF donc, qui, a priori, a hanté un bon moment Golden Freddy en compagnie du Queen Child. Je sais pas pour vous, mais moi, si un auteur essaie de me faire croire qu'un jeune enfant peut se transformer en bourreau impitoyable, capable de traquer et de torturer indéfiniment son meurtrier par-delà la mort, il a intérêt à me fournir une bonne explication derrière. Sinon, j'y crois pas. Parce qu'on sent qu'il y a quand même un petit truc particulier entre Cassidy et William, hein. C'est pas comme avec Gabriel, Suzy et compagnie, on est bien au-delà de ça. Ce que Cassidy fait subir à William dans UCN, c'est du pur sadisme. Cassidy, c'est l'enfant que William aurait jamais dû tuer. Et c'est vrai que si William avait conservé ne serait-ce qu'une toute petite part d'humanité, cet enfant-là en particulier, il aurait jamais dû y toucher. Je dis ça parce que, si ma théorie est correcte, on nous a déjà révélé l'histoire de Cassidy. Dans ses grandes lignes en tout cas, y compris l'origine de All Man Consequences. Et elle est tellement dure sur le plan psychologique que oui, maintenant la transformation d'un enfant innocent en un bourreau impitoyable, j'y crois. Dans ces circonstances-là, j'y crois. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, les raisons pour lesquelles Cassidy s'est transformé en esprit vengeur redoutable. Maintenant, je me rends compte que son histoire crève les yeux en réalité, hein, mais je suis passé à côté pendant des années parce qu'on nous a vraiment, mais vraiment bien enfumé sur son identité. Si j'ai bien compris, Scott a mélangé 3 fausses pistes pour nous tenir éloignés de la vérité le plus longtemps possible. J'y en veux pas bien sûr, hein, c'est de bonne guerre dans ce genre de jeu. Je vais donc vous présenter ces fausses pistes en détail également, en profiter pour faire un petit focus sur les origines probables du costume porté par Glitchtrap, et comme promis, pour ceux qui ont suivi mes théories sur Jeremy Fitzgerald, dans la dernière partie de la vidéo, je vous présenterai quelques éléments qui peuvent faire penser que Jeremy Fitzgerald est en réalité le grand frère de Cassidy. En attendant, on va déjà essayer de comprendre le passé de Cassidy. Donc pour cela, on a plusieurs éléments à analyser. Pour ma part, j'ai commencé par All Man Consequences, que l'on voit pour la première fois avec Cassidy dans Ultimate Custom Nights, et qu'on retrouve ensuite apparemment dans le jeu Princess Quest de Security Breach. Sous la forme du roi, tandis que Cassidy possède la princesse, d'après les infos trouvées dans les fichiers du jeu. C'est vrai que la première fois que j'avais parlé de ce jeu, j'étais pas du tout au courant des indices présents dans les fichiers, donc j'étais juste resté sur l'interprétation classique avec Vanessa dans la peau de la princesse, désolé pour ça. Bref, All Man Consequences sont directement liés à Cassidy, donc ce serait bien de comprendre qui c'est. Ou plutôt ce qu'il représente pour Cassidy, parce que j'ai pas du tout l'impression qu'on ait affaire à une personne réelle. Commençons par sa première apparition dans UCN, avec Cassidy représenté sous la forme de Golden Freddy. A première vue, c'est un petit coin de forêt paisible près d'un lac, et All Man Consequences a l'air d'un crocodile ou d'un alligator bien pépère en train de pêcher. Il conseille même à Cassidy de se rapprocher de lui et de se reposer un peu. Mais ça c'est que les apparences, parce que ce mini-jeu est super glauque en réalité. Première question, où sommes-nous exactement? A l'époque, on pensait tous que le jeu UCN se déroulait au purgatoire ou en enfer, au sens religieux du terme on va dire. C'est ce que je pensais aussi, même si j'avais beaucoup de mal à donner véritablement du sens à All Man Consequences avec cette théorie. Mais depuis le retour de William Afton sous la forme de Burnt Trap et celui de Cassidy dans Princess Quest, j'avoue que j'en suis un peu revenu. Là, je suis plutôt dans l'idée que l'esprit de Cassidy a parasité sous lui de William Afton pour l'empêcher de mourir et le torturer pour l'éternité. UCN serait donc plutôt une sorte de prison mentale en fait, et nous montrerait plutôt la lutte entre leurs deux esprits. Ce qui expliquerait aussi comment Cassidy a pu suivre William dans le Wanted et dans le jeu Princess Quest. C'est plus simple si leurs deux esprits sont liés d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Si bien que lorsqu'on tombe dans ce mini-jeu, en réalité on s'enfoncerait plus profondément dans l'esprit de Cassidy. Et c'est pas plus mal comme ça, parce que là au moins on comprend ce qu'un crocodile fait ici. C'est un symbole bien connu en psychologie, qui représente à la fois le cerveau reptilien, les pulsions qui nous contrôlent, mais aussi les terreurs et les traumatismes de l'enfance s'enfouissent profondément dans notre inconscient. Ceux qui essaient de refaire surface, mais qu'on n'est pas encore prêt à affronter. Le crocodile, c'est le prédateur qui semble flotter innocemment à la surface de l'eau et qu'on va même jusqu'à confondre avec un tronc d'arbre, jusqu'à ce qu'on s'approche trop de lui et qu'il nous chope pour nous noyer et nous dévorer. Oui, les crocodiles noient leur proie avant de les manger, tout comme Cassidy se noie dans le lac d'ailleurs. Peut-être dans une tentative désespérée d'aller encore plus loin dans ses souvenirs. Bref, c'est pas franchement un symbole positif, le crocodile en psychologie occidentale. Le coup de la noyade en rajoute une grosse couche, et pour couronner le tout, quand on accélère la bande-son, on entend a priori William Afton supplier son fils de venir le libérer de cette espèce d'enfer mental. Comme je l'ai dit, sous ces airs tout tranquilles, ce jeu cache vraiment un côté glauque. Autre chose à examiner, le nom All Man Consequences. Traduit littéralement, ça donne les conséquences du vieil homme. Comme si le personnage qu'on avait sous les yeux était les conséquences, le résultat ou encore la faute d'un vieil homme. En gardant tout de même à l'esprit que All Man ça veut pas forcément dire vieil homme en vrai. C'est aussi une expression pour désigner le père, comme mon vieux ou mon daron en français. J'hésitais entre les deux interprétations, mais depuis Security Breach, je suis nettement plus en faveur de la piste paternelle. Tout simplement parce que Cassidy est dans la peau de la princesse et que All Man Consequences est dans celle du roi, qui représente donc a priori le père de la princesse dans le jeu original. Si on réunit déjà tout ça, ça nous donne quoi? Eh bien ça nous donne qu'a priori s'est passé quelque chose de pas bien net avec le père de Cassidy. Je dirais même quelque chose de traumatisant et que cela doit être lié d'une manière ou d'une autre à son comportement envers William. En d'autres termes, pour moi, All Man Consequences ce serait pas vraiment une personne, mais plutôt la représentation de cet ancien traumatisme. Les conséquences de ce qui s'est passé avec son père en fait, quoi que ça puisse bien être. Ça continue de hanter Cassidy par là à la mort, au point qu'il apparaît même dans le jeu Princess Quest,
Tout comme l'image de Chica, qui est elle aussi liée au passé de Cassidy, vu qu'elle a été témoin de son meurtre par William Afton. Ensuite, je me suis un peu penchée sur l'anime avec Tochika, qu'on peut voir dans UCN. Tout simplement parce qu'il y a des références plus ou moins claires sur la manière dont William Afton s'y est pris pour tuer les enfants de FNAF 1, et qu'on doit donc pouvoir y trouver des infos sur la mort de Cassidy. C'est pas évident, parce que les messages de Tochika sont assez cryptiques par moments. En plus, aucun des enfants n'est représenté par son animatronique. Par exemple, Suzy, qui possède Chica normalement, est représentée sous la forme d'un loup, vu que Tochika envisage d'attirer le loup en lui parlant de son petit chien écrasé, comme William l'a fait avec Suzy. He'll be mine by the end of the day. I just know it. I told him that someone ran over his dog in front of my house. But once he's there, I'll entice him with warm cookies, lure him inside, invite him inside, and then I'll have him. De même, l'histoire de Freeze doit également être racontée dans le tas, même si Foxy n'apparaît pas clairement parmi les coups de cœur de Tochika. En réalité, il lui a déjà fait la peau avant le début de l'épisode 1, en croire le crochet qui dépasse de son sac. Bref, personne n'a son apparence réelle, ce qui ne simplifie pas la vie. Cependant, en réécoutant tout ça, il y a quand même un épisode qui a particulièrement retenu mon attention. Je parle de l'épisode 5, où on voit une version masculine de la puppet. Look at those strings! Those long, beautiful strings. He'll be mine by the end of the day. I just know it. I told him to come over later. That should be enough. And if he doesn't show up, I'll just go to his house. And if he doesn't open the door, I'll just find a window. Chimney's always an option. Or I could set the house on fire and wait for him to run out. Then he could run into my arms. There is only one thing that could possibly go wrong. Cette histoire-là est très différente des autres, et a vraiment un gros potentiel pour celle de Cassidy. La plus grosse différence, c'est que William Afton et l'enfant dont on parle ici sont vraiment très proches. Vous l'avez sans doute remarqué vous aussi, avec cet enfant-là, William a même pas besoin d'inventer une histoire. Il part du principe qu'il suffit de lui demander de venir. Cet enfant-là, il le siffle, il rapplique, sans se poser de questions. Pour tous les autres, pourtant, il était obligé d'inventer quelque chose. Voire même de se montrer violent, parce qu'apparemment il en a carrément assommé un avant de le jeter dans sa voiture. Il faut croire que l'enfant représenté par la version masculine de la puppet fait vraiment confiance à William. Et que William est parfaitement conscient que cet enfant serait prêt à lui manger dans la main. Pire encore, il se dit que si jamais l'enfant ne venait pas pour une raison ou pour une autre, il aurait qu'à aller le chercher chez lui, tranquillou bilou. Quitte à passer par une fenêtre par exemple, si jamais il lui ouvre pas la porte. Ce qui veut dire qu'il sait parfaitement où il habite. C'est quoi sa relation exactement avec cet enfant ? C'est lui qui a donné son adresse à William un beau matin, ou est-ce que William est carrément déjà venu chez lui parce qu'il connaît sa famille ? Les deux options sont possibles, j'imagine. Même si à mon avis, William connaît plutôt la famille, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, cet enfant-là est particulièrement proche de William et a vraiment l'air de lui faire confiance. Au point peut-être de lui sauter dans les bras comme s'il s'agissait de son sauveur, si William mettait vraiment le feu discrètement à sa baraque en fait. Et cet enfant-là, qui a l'air d'être capable de suivre William les yeux fermés, il a dû souffrir beaucoup. Mais alors vraiment beaucoup plus que les autres quand William l'a tué. Parce que là, on parle pas simplement d'un meurtre commis par un inconnu, ou qu'on a croisé 2 fois dans sa vie. On parle d'un meurtre commis par quelqu'un qu'on aime et en qui on avait toute confiance. On parle de la plus horrible des trahisons. Et ça, sur le plan psychologique, c'est vraiment très violent. Ce qui fait vraiment de cette histoire une piste très intéressante pour la transformation de Cassidy en esprit vengeur. J'en étais donc là avec cette histoire qui avait le potentiel d'être celle de Cassidy, et une référence a priori pas très sympathique à son père. Et au bout d'un moment, j'ai enfin tilté qu'il y avait un mini-jeu qui réunissait tous ces éléments en fait. Un jeu où William Afton est venu directement chercher un enfant chez lui, et où on trouve aussi un papa violent de couleur jaune. Couleur qui est associée à Golden Freddy et Cassidy. Tout comme le violet est associé à William Afton. Mais aussi à son fils, Michael Afton, depuis qu'il se traîne d'une certaine façon la malédiction de William Afton sur les épaules. Et oui, le pire c'est que Scott nous a déjà fait le coup, il nous a clairement montré qu'il pouvait utiliser le même code couleur pour un père et son enfant. Rien que ça devrait nous mettre en état d'alerte maximale. Parce que pour moi, c'est bien du jaune. C'est plus ou moins net selon la luminosité, mais ici par exemple on voit bien la différence entre la couleur orange de JRs, la teinte du papa est nettement plus proche de celle des phares. Et quand il parle en jaune aussi, bref je suis dans la team Yellowman. Et ce fameux Yellowman a manifestement l'habitude de se passer les nerfs sur son gosse dès que ça va mal. On le voit à plein de détails, comme le fait que la personne qui regarde la TV se dise au père de laisser le gosse tranquille pour une fois. Ou encore au fait que le gamin cherche manifestement à se protéger de son père comme il peut en fermant la porte de sa chambre, chose que son père lui interdit de faire d'ailleurs. Et je parle même pas des propos menaçants qu'il tient quand il voit que son fils est parti avec William Afton. Son fils, oui, pas sa fille. Et c'est bien là-dessus qu'on nous a le plus enfumé ces dernières années. Tellement bien enfumé qu'on en a presque oublié que Cassidy est un prénom mixte. Et qu'on n'a absolument aucune preuve indiscutable qu'il s'agisse d'une fille.
Je vais vous le démontrer dans quelques minutes, mais en attendant, est-ce que vous avez compris pourquoi j'insiste autant sur le contexte familial violent et malsain de cet enfant? Tout simplement parce que c'est essentiel pour t'en sauver un enfant innocent tortionnaire. Oui, la trahison c'est déjà violent, mais si on va aller par là, il y a une autre enfant qui a été trahie par William Afton. Je parle bien sûr de la fille d'Henry. On ne sait pas jusqu'à quel point elle aimait William, mais c'était quand même quelqu'un qu'elle connaissait bien, vu qu'il était le meilleur ami de son père. Quand elle l'a vu débarquer ce jour-là, elle devait être folle de joie en mode « Ouais, tonton William est là, c'est bon, on va pouvoir me faire entrer !» Et tonton William il fait quoi? Il la tue, il la balance près des poubelles. Dans le genre trahison, ça se pose là, ça aussi. Et pourtant, elle a pas viré tortionnaire psychopathe, cette petite. Elle est pas animée par la haine et l'esprit de vengeance. I don't hate you, but you need to stay out of my way. Elle est devenue un esprit protecteur qui reste sur Terre pour protéger les autres enfants. Bien sûr qu'elle peut attaquer quand elle pense qu'on représente une menace pour ses amis, parce qu'elle les défend. Mais c'est pas devenue une folle dingue prête à torturer William Afton pendant des années. Et on comprend très bien pourquoi grâce à son papa. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us. Des années après sa mort, il est toujours fou de sa gosse, Henry. Fou à en mourir. D'ailleurs, il va se laisser mourir avec elle dans Pizzeria Simulator. Elle a jamais manqué d'amour, sa petite princesse. Alors quand elle est morte, elle est devenue un esprit protecteur, pas un esprit vengeur. Pas comme cet enfant-là qui a connu les brimades, les humiliations et certainement les coups de la part de son père. Là, au moins, on pourrait vraiment dire que le comportement de Cassidy est une conséquence des actions de son père. En premier lieu, parce que je pense pas qu'il se serait jeté aussi facilement dans les bras de William si son père n'était pas aussi violent avec lui. Je sais pas jusqu'à quel point il l'aimait, mais si jamais on nous dit un jour qu'il voyait en William le père qu'il aurait rêvé d'avoir, faudra pas s'étonner. Et en second lieu, parce que les enfants battus, si personne ne vient les tirer de cet enfer, la plupart du temps ils deviennent violents eux aussi. Bien souvent, une fois arrivés à l'âge adulte, ils battent même leurs propres enfants. Voire pire que les battre, mais je vous épargne les détails. Parce qu'ils ont connu que la violence dans leur enfance, alors ils ont que de la violence à donner. Alors cet enfant-là, qui a déjà tout pour devenir un être violent, et qui en plus se fait trahir par un homme en qui il avait placé toute confiance, mon Dieu, si c'est pas Cassidy, qui ça peut bien être. Mais bien sûr, il y a plus que ça. Vous voulez qu'on parle aussi du fameux Letter Van Night? C'est le nom du fichier qui, si mes sources sont exactes, contient la seconde partie cachée du mini-jeu Midnight Motorist, à savoir la partie sur JR, sur l'espèce de tombe a priori, et tout le passage concernant la maison. Letter Van Night, ça veut dire plus tard cette nuit. Sous-entendu, donc, on aurait déjà vu la première partie de cette nuit, et la partie secrète de Midnight Motorist nous en présenterait la suite. Reste à savoir quelle est cette fameuse première partie. Et c'est pas si dur à déterminer en fait, quand on réalise que la scène qui se trouve sous nos yeux est bel et bien une scène de kidnapping avec consentement de la victime. Si Scott a bien fait son travail, bien entendu. Vous voyez des débris de verre par terre, vous? Moi non plus. Conclusion, c'est pas l'enfant qui a cassé la fenêtre pour s'enfuir. Bah non, si c'était le cas, les morceaux de verre seraient tombés dans le jardin. Là, ils sont tombés côté chambre, parce que c'est William Afton qui a pété la vitre depuis l'extérieur. Ce coup-là, on nous l'a déjà montré 1000 fois dans les films policiers, les séries et les romans policiers même. Même dans la dernière des séries B, Made in Papouasie-Nouvelle-Guinée sur Trifouillis-les-Oies, le coup du « oh mon Dieu, mais dans quel sens sont tombés les morceaux de verre ?» on l'utilise dans les scènes de crime. C'est aussi cliché que le coup de la trace de rouge à lèvres sur le verre. Donc je vais pas accuser Scott de s'être loupé là-dessus, franchement. Autre indice intéressant, une paire d'empreintes à 3 doigts, sans doute laissées par William Afton dans son costume. Elles sont tournées vers la fenêtre du petit, mais apparemment William n'a pas été plus loin. J'imagine qu'il s'est rendu compte que le terrain était boueux et qu'il ne voulait pas laisser trop d'empreintes, alors il a dû s'arrêter là. On pourrait se demander comment il sait que la chambre du petit est ici. Soit il l'a aperçue par la fenêtre, soit il sait que c'est sa chambre parce qu'il connaît la maison. Dans tous les cas, vu la distance, il a sans doute balancé une pierre pour casser la fenêtre, ce qui a probablement attiré l'attention de l'enfant. Enfant qui n'a pas appelé à l'aide, mais qui a au contraire décidé de sortir par la fenêtre pour rejoindre William, comme nous montrent ses petites empreintes. Oui, clairement, lui, il en avait rien à faire de laisser les empreintes partout. On voit aussi que les empreintes s'éloignent. Par contre, on ne voit pas du tout celles de William. Ça me conforte dans l'idée qu'il essayait de faire attention où il marchait quand même. Ça prouve aussi que l'enfant l'a suivi sans la moindre résistance. Il a même pas eu besoin de le porter. Si ça se trouve, il marchait même main dans la main en partant. Et ça nous donne bien une scène de kidnapping avec consentement de la victime, vu que la victime n'avait pas du tout conscience qu'elle était en train de se faire kidnapper en réalité. Donc pour moi, cette scène raconte le kidnapping de l'un des enfants de la fameuse série des 5 qu'on nous présente dans FNAF 1. Et du coup, la première partie de cette nuit, c'est quoi? Eh bien, on peut éliminer les nuits où tous les enfants sont déjà morts, ce qui fait qu'on élimine quasiment tous les mini-jeux en fait. On peut aussi éliminer la nuit du meurtre de la fille d'Henry. Déjà parce que normalement il s'écoule du temps entre la mort de Charlie ou Charlotte comme vous préférez et celle des 5 enfants évoqués dans FNAF 1,
Et aussi parce que le tout premier enfant à se faire tuer dans la série des 5, c'est Suzy. Celle qui possède Chica donc. Et elle au moins on est vraiment sûr que c'est une fille. Et la nuit on voit Suzy justement. Vous savez dans l'autre mini-jeu qu'on peut débloquer dans Pizzeria Simulator. Exactement dans le même FNAF que Midnight Motorist en fait. Vous avez pas un peu l'impression que c'est une meilleure piste pour cette fameuse première partie de la nuit que nous recherchons? Ce qui fait que si on réunit ces deux mini-jeux, on sait ce qui s'est passé durant la fameuse nuit du 26 juin, où 2 enfants ont été tués. Oui mais voilà, ça nous ramène encore à Cassidy, parce que le deuxième enfant c'est lui. C'est bien pour ça qu'on nous dit que Suzy a tout vu parce qu'elle était la première dans Ultimate Custom Night. C'est bien pour ça que Chica est le seul témoin des malheurs de Cassidy dans Princess Quest, parce que Cassidy a été tué immédiatement après elle. Je vous jure, ça aurait dû me crever les yeux que ce jeu nous parle de la mort de Cassidy. Oui, mais voilà, on nous prend pour des bigorneaux, faut pas avoir peur des mots. Parce que si je me trompe pas, on nous a quand même refilé 3 fausses pistes pour nous embrouiller le cerveau. La première, c'est le flou que Scott s'est amusé à entretenir sur l'identité de Cassidy dès le tout début. Rappelez-vous, tout ce qu'on avait à la base pour l'enfant de UCN, c'est une image sur laquelle il est vraiment impossible de dire si on a affaire à un garçon ou une petite fille. Un rire de petite fille aussi, a priori. Mais ça prouvait rien, parce que le rire de Freddy est aussi très féminin et pourtant au final, Freddy est possédé par un garçon. Et également plusieurs phrases où les personnages disent « i » en parlant de l'enfant. C'est bien qu'on était tous partis sur un petit garçon au début. Hein. Ensuite, on a découvert que cet enfant s'appelait Cassidy et on a pratiquement tous retourné notre veste. Moi aussi, j'avoue. Parce que même si c'était prétom mixte, il y a vraiment beaucoup plus de petites filles que de petits garçons à porter ce nom. Et pour couronner le tout, on avait une petite fille du nom de Cassidy dans la première trilogie de livres. Une trilogie qui n'est pas canon avec les jeux d'ailleurs, mais il faut reconnaître que ça accentuait le côté girly de Cassidy. Ça laissait quand même une question en suspens. Pourquoi ce « i » au lieu de « she » en parlant de Cassidy? He's here and always watching. The one you shouldn't have killed. I have seen him. The one you shouldn't have killed. Certains ont dit que c'était sans doute pour coller avec l'expression The One. Moi je veux bien, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois l'expression She's the One en réalité. Scott avait le droit d'utiliser she avec The One. Sur le plan grammatical, c'est permis. Je voudrais dire qu'il a fait exprès pour nous entraîner sur une fausse piste. Sauf qu'une fausse piste, j'imagine que vous l'avez remarqué, vous aussi, c'est censé servir à quelque chose en fait. C'est censé nous tenir éloignés d'une info intéressante pour qu'on la trouve pas trop vite et faire durer le plaisir. Par exemple, dans les séries policières, ça sert à nous lancer sur la piste du mauvais coupable pour qu'on découvre le vrai qu'à la toute fin. Et le problème, c'est que nous faire croire que cet enfant était un garçon, pour ensuite nous dire que c'est une fille, eh bien ça nous a servi à rien. Elle est où l'info intéressante qui peut nous servir à comprendre l'histoire? Parce que moi, ça m'a rien apporté. Merci Scott de m'avoir trompé pour le simple plaisir de me tromper visiblement, vu que découvrir la véritable identité de Cassidy ne sert à rien. Et je suis pas la seule visiblement à penser ça, parce que j'ai vu sur pas mal de forums que Cassidy soit un garçon ou une fille, on s'en fiche, ça change rien à l'histoire. Sauf qu'on devrait pas s'en ficher, parce qu'entretenir le flou sur l'identité d'un personnage, c'est vraiment censé servir à quelque chose normalement. Par contre, si on nous a laissé croire que Cassidy est une fille, alors qu'il s'agit d'un garçon, ça oui, ce serait une vraie fausse piste qui mérite d'exister. Parce que tant qu'on est persuadé à 100% qu'on a affaire à une petite fille, le gamin de Midnight Motorist, à aucun moment on pense à l'associer à Cassidy. Alors qu'il a absolument tout ce qu'il faut pour être Cassidy. Et qu'en réalité on a toujours le droit de penser que c'est un garçon. Parce qu'on nous a donné absolument aucune preuve indiscutable qu'il s'agisse d'une fille. On a une Cassidy dans la première trilogie, oui mais c'est pas canon. En plus de ça, la nouvelle version de Cassidy dans la série Fazbear Fright, c'est un petit garçon du nom d'Andrew. Et on a même une Gabriella, la version féminine de Gabrielle donc, dans l'univers étendu. Bref, sur ce point-là, on peut pas tellement s'y fier à l'univers étendu en fait. Le jeu Princess Quest, l'âme de Cassidy s'est accrochée au personnage principal pour pouvoir combattre Glitchtrap. Et c'est pas pour ça que c'est une princesse. C'est pas pour ça que c'est une fille non plus. Si Glitchtrap avait décidé de se planquer dans Super Mario, Cassidy serait fixé sur notre plombier moustachu préféré, et ça aurait rien prouvé non plus. En plus, si vous connaissez mon interprétation de Security Breach, vous savez que placer l'âme d'un petit garçon dans le corps d'une princesse, c'est bien dans le genre de Steel Wool à mon avis, vu ce qu'ils ont fait avec les autres personnages. Bref, des preuves indiscutables que Cassidy soit une fille, on n'en a pas pour le moment. La preuve, je les discute. Donc l'option masculine est toujours d'actualité, même si on y pense beaucoup moins. Reste aussi l'utilisation du i, alors que Scott aurait très bien pu dire she en réalité, même avec The One. La seconde fausse piste, c'est toutes les allusions à Purple Guy qui peut nous faire penser qu'en réalité Midnight Motorist parle de la famille Afton. À savoir une certaine ressemblance entre la maison de Midnight Motorist et celle de la famille Afton dans FNAF 4. Mais il faut reconnaître que des maisons de ce type-là, il doit y en avoir beaucoup, et surtout elles ont pas l'air d'être situées au même endroit. Parce que mine de rien, quand on sort de la maison de FNAF 4, on se rend compte qu'en réalité la famille Afton vit dans une petite banlieue bien proprette, blindée de monde. Alors que cette maison a plutôt l'air d'être située un peu en retrait de la ville, près d'un petit bois d'une forêt. Forêt qu'on retrouve d'ailleurs dans l'esprit ou le subconscient de Cassidy, comme vous préférez. Il y a aussi ce passage avec le fauteuil et la télé qui pourrait nous mettre sur la piste de Michael Afton vu ses petites séances télé quotidiennes.
C'était pas mal pensé du tout à l'époque, hein, vu qu'on n'avait aucune autre référence pour cette scène. D'ailleurs, on voit bien le fauteuil de Michael à présent, grâce à Security Breach. Oui, mais on nous a donné une autre télé et un autre fauteuil dans le DLC Curse of Dreadbear. Un fauteuil qui a l'air étrangement décalé dans cette espèce de petit cinéma en plein air. Les bancs, je veux bien, y a pas de souci. C'est vraiment le petit cinéma typique qu'on peut voir dans les camps de vacances, les campings ou même les villages. Mais ce fauteuil, pourquoi Steelwool nous le colle là, dans ce petit cinéma planté au milieu d'une forêt? C'est certainement pas pour faire joli. Surtout dans une zone qui a manifestement été créée uniquement pour nous donner des indices. Parce que concrètement, c'est la seule utilité de cet écran titre dans le DLC. On n'a strictement rien à faire à part regarder autour de nous, il n'y a même pas un objet à récupérer. Et les TV, qu'est-ce qu'elles fichent là, elles aussi? On est vraiment au cinéma ou on nous parle d'une séance télé en vrai? Vous l'avez compris, pour moi, c'est lui, le fameux fauteuil de Midnight Motorist. Rien qu'avec l'ambiance forestière, ça en fait un bien meilleur suspect que celui de Michael Afton aujourd'hui. On va revenir dans cette zone tout à l'heure, dans la partie consacrée à Jeremy Fitzgerald. Mais je vous préviens tout de suite que c'est ces petites fesses à lui que je vais coller dans ce fauteuil. En attendant, pour en finir avec la fausse piste sur la famille Afton, il y a aussi la voiture violette que Yellowman conduit. Et c'est vrai que le violet, normalement, c'est lié à William Afton dans cette série, tout comme le jaune est lié à Golden Freddy et Cassidy. Cela dit, ce serait surtout gênant s'il y avait une seule voiture violette, parce que là il faudrait se demander pourquoi le mec en jaune conduit la voiture de William Afton. Remarquez, il y avait toujours la possibilité que ce soit son chauffeur en vrai, hein. Mais c'est pas là-dessus que je pars, parce qu'on a plusieurs voitures violettes dans la partie jeu de course de Midnight Motorist. Sous-entendu, plusieurs voitures liées à William Afton si on reste dans la logique violet égale lien avec Purple Guy. Et là, je pense que c'est le bon moment pour jouer la carte Afton Robotics, la fameuse entreprise de William Afton qu'on a découvert sur des documents de Sister Location. On sait pas en quelle année elle a été créée, on sait pas trop quelle taille elle a, mais a priori William Afton a fondé sa propre entreprise après avoir rompu son partenariat avec Henry. Il est alors devenu un fournisseur ou un sous-traitant si vous préférez pour Fazbear Entertainment. Honnêtement, j'ai bien l'impression que c'est la seule carte en notre possession pour donner une explication réaliste à ce jeu de course. Toutes les voitures sont violettes, parce qu'il s'agit des voitures de fonction de Afton Robotics. On pourrait même dire qu'on assiste à un changement d'équipe, les employés qui quittent l'entreprise croisent ceux qui arrivent au bureau. Ça voudrait dire que Yellowman est un employé de William Afton en fait, ce qui donnerait encore plus de chance aux familles de se connaître dans la réalité. Cela étant dit, il y a encore un détail très spécial dans ce mini-jeu à examiner, à savoir le sens dans lequel roulent les voitures. Et là c'est le drame, parce que toutes les voitures roulent à gauche, alors qu'aux États-Unis on roule à droite. Dans absolument tous les États. Alors j'ai tenté la piste, on est dans un autre monde que le nôtre, donc si ça se trouve dans FNAF, les Américains roulent à gauche. Mais ça marche pas. Parce que dans Security Breach, le volant de Gregory est à gauche, et quand le volant est à gauche, on roule à droite. Donc toujours pour rester dans une interprétation réaliste, je dirais que le jeu de course ne se déroule pas aux États-Unis, mais dans un pays où on roule à gauche, comme l'Angleterre ou l'Irlande par exemple. Ça voudrait dire qu'Afton Robotics a une succursale à l'étranger, comme énormément de grosses boîtes américaines en fait, par exemple Google a des bureaux en Irlande. Ensuite, on voit que notre personnage se met brusquement à rouler à droite, ce qui fait qu'à la fin, c'est le seul à rouler comme aux États-Unis. Là, j'imagine que ça symbolise juste le moment où il a quitté son pays pour rejoindre les États-Unis, vu que Letter Van Night se déroule bien aux États-Unis de toute façon. Bref, Yellowman serait un immigré. On pourrait penser qu'il vient d'Angleterre comme William Afton, mais ça m'étonnerait un peu, déjà parce que Scott a l'air de faire des efforts pour représenter la diversité de la population américaine. On le voit ici par exemple, avec les différentes couleurs de peau des enfants. Ou même à travers la famille Afton, qui ont l'air issus de l'immigration. En tout cas, j'imagine que si cette famille vivait aux USA depuis des générations, ils auraient pris l'accent américain depuis longtemps. Donc s'il tient vraiment à représenter la diversité de la population américaine, ce serait un peu curieux de nous remettre une famille anglaise, autant partir sur une autre nationalité. Et puis il y a aussi JR. Là-dessus, on a vraiment très peu d'infos, mais bon, il reste ouvert tard la nuit avec une enseigne en néon. Je dirais qu'on est plus proche du bar, du pub ou même de la discothèque que du restaurant familial. On sait aussi que Yellowman faisait partie des habitués mais qu'il n'y est plus le bienvenu, ce qui l'empêche pas de tenter sa chance. Faut croire que JR représente quelque chose d'important pour lui pour qu'il insiste autant. Mais le plus intriguant pour moi, c'est Mr. Green. Il faudrait savoir pourquoi Scott a choisi de mettre aussi ce personnage en couleur. Option 1, il va refaire une apparition plus tard dans la série et sa couleur nous permettra de le reconnaître. Option 2, sa couleur est un indice qu'on peut exploiter dès maintenant. Option 3, c'est pour ces deux raisons, parce que l'une n'empêche pas l'autre en vrai. Pour l'option 1, il faut juste attendre de voir si Monsieur Green repointera le bout de son nez, alors je vais plutôt creuser l'idée que ça nous donne un indice sur JR. Pour un restaurant ou même un pub, ça pourrait représenter quoi le vert? Un lieu qui servirait la nourriture végétarienne? Ça pourrait, hein, mais je vois pas bien en quoi c'est une info intéressante. Il y a aussi l'option du pays, parce qu'après tout, les restaurants et les débits de boissons, on les décline souvent par nationalité. Dans l'esprit, viens, on va manger chinois, ou viens, on va manger mexicain. C'est déjà beaucoup plus intéressant, surtout qu'on a l'air de nous parler d'un autre pays dans le mini-jeu. Et dans ce cas-là, je vais jouer la carte du pub irlandais. Parce que le seul pays où on roule à gauche et que les Américains vont immédiatement associer la couleur verte, c'est l'Irlande. Parce que c'est pas rien la communauté irlandaise aux USA. Hein. Il faut même des méga célébrations pour la Saint-Patrick dans plusieurs grandes villes américaines, comme Chicago par exemple. À voir, c'est une explication possible parmi d'autres. Mais la piste de l'immigrant irlandais serait vraiment cohérente avec la manière de travailler de Scott.
Et là, je parle pas seulement de refléter la diversité de la population américaine, hein, mais aussi de la manière de travailler le nom de ces personnages. J'avais sans doute remarqué, dans la famille Afton, de William jusqu'à Elizabeth, tout le monde porte des prénoms anglais. Alors il y aurait vraiment rien d'étonnant à ce que le papa de Cassidy soit irlandais, étant donné que Cassidy est un prénom irlandais. En vrai, d'après ce que j'ai compris, c'était d'abord un nom de famille irlandais, puis c'est devenu un prénom, que les Irlandais utilisaient plutôt pour les petits garçons à la base. Sauf qu'il a tapé dans l'œil des Anglais et des Américains, et pour eux ça sonnait plutôt comme un prénom de fille. C'est bien qu'aujourd'hui environ 98% des personnes qui s'appellent Cassidy sont des filles. Mais il y a quand même des garçons qui s'appellent Cassidy, en particulier dans les familles d'origine irlandaise. C'est le cas de ce lutteur par américain par exemple. Et accessoirement, ça pourrait aussi expliquer pourquoi Yellowman est aussi attaché à cet endroit, parce que quand un immigrant irlandais se rend dans un pub irlandais, c'est pas seulement pour boire, hein, c'est pour être auprès de sa communauté aussi. La troisième embrouille, c'est le coup de la pluie. Déjà parce qu'à l'époque, ça pouvait nous faire penser à la nuit où Charlie a été tué. Et surtout parce que ça nous casse les pieds avec le costume de Spring Bonnie. Je veux dire, il ressemble tellement à ce costume. Normalement, William Afton ne devrait pas pouvoir sortir avec sous la pluie, ou il se ferait tuer direct, vu que les costumes Springlock peuvent devenir extrêmement dangereux sous l'effet de l'humidité. Cela dit, en vrai, on a 3 options hein, pour résoudre ce problème, sachant que mon gros coup de cœur va à la troisième. Première option, oui, ces costumes se ressemblent, mais on peut pas jurer qu'il s'agit des mêmes. En vrai, c'est peut-être un costume tout bête qu'on a sous les yeux. Seconde option, si, c'est bien le costume de la Muerte, mais après tout, rien ne nous dit qu'il pleuvait au moment de l'enlèvement. Il pleut quand le papa rentre à la maison, mais si ça se trouve, à l'heure qu'il est, le gamin s'est déjà fait tuer dans la pizzeria. Et enfin, troisième option, la plus moderne, oui, c'est bien le même costume, et oui, il pleuvait déjà quand l'enlèvement a eu lieu. C'est pour ça que William Afton a changé de tenue. Au moins le temps d'aller récupérer l'enfant. Dans ce cas, je parie sur le costume que l'on voit sur Glitchtrap. C'est un costume qui soulève de nombreuses questions depuis la sortie de Hellpointed. Pourquoi William Afton a-t-il décidé de prendre cette apparence-là en particulier? Est-ce qu'il a déjà vraiment porté ce costume pour tuer un enfant? Quel enfant? Et pourquoi aurait-il pris la peine de se fabriquer un costume alors qu'il pouvait accéder facilement à ceux de Fazbear Entertainment? Parce que ça a vraiment l'air d'être un costume fait maison en plus, avec toutes ses coutures apparentes, dans l'esprit de celui de Vanny. C'est surtout ce détail qui donne l'impression que ce costume a vraiment existé d'ailleurs. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on peut relier facilement ce costume à Midnight Motorist. En premier lieu, à travers ce mini-jeu. On commence dans la chambre du Quainshine, on parcourt plusieurs pièces liées au restaurant de Fazbear Entertainment, parsemées de jolis messages de Glitchtrap du type « Est-ce que tu me fais confiance ?» Et à la fin, il nous fait signe de le rejoindre, et on finit bloqué dans un animatronique pendant qu'il nous nargue avec sa petite danse. L'une des interprétations les plus courantes de ce mini-jeu, elle vient pas de moi honnêtement, j'ai lu sur le wiki, c'est qu'en réalité il raconterait le meurtre de l'un des enfants. Un enfant que William Afton serait allé chercher jusque dans sa chambre et qu'il aurait fini par fourrer dans un costume. Jusque-là je suis d'accord avec cette lecture, mais je soulignerai simplement qu'il ne s'agit pas forcément de notre brave Freddy Fazbear, dans lequel il fourrait Gabriel. En réalité, il peut très bien s'agir de Golden Freddy. Parce qu'après tout, ces deux animatroniques ont un chapeau et un micro. Et c'est bien les seules choses qu'on voit à l'animatronique dans lequel on est coincé. On n'a aucune idée de sa couleur. Autre lien possible avec Midnight Motorist, Glitchtrap qui danse au milieu des arbres, pas très loin d'une petite maison. On pourrait penser à la maison de FNAF 4, mais vu l'ambiance à la fois champêtre et forestière dans laquelle on se trouve, je penche plutôt pour la maison de Midnight Motorist. Niveau empreinte, on est bon aussi, on a bien 3 orteils. Oui, ça expliquerait vraiment beaucoup de choses. Je dirais même que ça répondrait à toutes les questions qu'on se pose sur le costume de Glitchtrap d'un seul coup en fait. Pourquoi William Afton avait pris la peine de fabriquer cette tenue? Parce qu'il savait très bien que les costumes de l'époque étaient trop dangereux pour être utilisés dehors, et qu'il avait besoin d'un plan B si jamais il devait kidnapper un enfant à l'extérieur du restaurant. Sur qui il l'a utilisé? Sur l'enfant dont on parle dans Midnight Motorist. Pourquoi il a décidé d'utiliser ce costume dans Hellpointed? Pour la même raison qu'il a poussé à corrompre le jeu Pizza Party et à danser auprès des arbres. Pour faire du mal à Cassidy, pour se venger de leur dernière petite partie de torture dans UCN, en lui remettant devant les yeux les circonstances de sa propre mort. Car c'est bien Cassidy qui est présent avec lui dans le jeu, et ce serait bien le genre de William Afton de se venger de la sorte, lui qui a toujours l'air prêt à chercher de nouveaux moyens d'humilier ses victimes. As if what he had already done wasn't enough. He found a new way to desecrate, to humiliate, to destroy. C'est sûr que si Cassidy voit tout ça, ça doit pas lui faire plaisir. Hein. Bref, c'est pas l'option la plus simple, faut voir comment ils vont nous vendre ça dans le futur, parce qu'au final on nous parle juste d'un homme dans un costume dans le journal, mais je vais parier sur elle parce qu'elle a un énorme potentiel. Et si on fait la synthèse de tout ça, j'ai bien l'impression que la fameuse nuit du 26 juin s'est déroulée à peu près de cette manière. Cassidy est censé rejoindre William à la pizzeria, mais il n'y va pas, peut-être tout simplement parce qu'il se fait babysitter et qu'il sait pas trop comment sortir sans attirer l'attention. Bien sûr, la soirée s'annonce mal pour lui. Il a l'habitude que son père se passe les nerfs sur lui quand il rentre, mais tout ce qu'il peut faire, c'est fermer la porte de sa chambre en espérant que ça suffira à le décourager. Pendant ce temps-là, William Afton l'attend en vain, mais il a tout de même de la chance, parce que Suzy, elle, est là. A pleurer tous les larmes de son corps devant son jeu préféré parce que son petit chien s'est fait écraser. William lui dit alors qu'en réalité il est en vie, et qu'il se trouve tout à côté.
Elle le suit, et William en fait sa première victime. Il pourrait s'arrêter là pour cette nuit, mais Cassidy est une proie tellement facile qu'il peut se permettre d'aller le chercher directement chez lui. Sans parler du fait qu'à ce stade, c'est sans doute plus prudent de l'éliminer, parce qu'après tout, il l'avait invité à le rejoindre à la pizzeria ce soir. C'est quand même super risqué si l'enfant en parle à quelqu'un. Il se rend donc jusqu'à chez lui. Il ne frappe pas à la porte, parce qu'il y a quelqu'un dans le salon. Par contre, il trouve facilement la fenêtre de la chambre de l'enfant, et là, j'imagine qu'il la casse simplement en lançant une pierre, vu la distance entre ses empreintes et la fenêtre. Ça doit faire pas mal de bruit, mais voilà, le babysitter du soir est tellement absorbé par la télévision qu'il n'entend rien du tout. William demande alors à Cassidy de le suivre, et celui-ci court vers lui sans hésiter, parce qu'il a tellement confiance en lui que le comportement de William ne le choque même pas. Il n'a pas du tout l'impression de se faire kidnapper, Cassidy. Il a l'impression que son grand copain est venu le sauver des coups de son père, et qu'il va pouvoir passer une soirée géniale à s'amuser avec lui finalement. Voir William arriver, ça doit vraiment être le meilleur moment de la journée pour le petit. Surtout qu'il avait passé une sale journée en plus. Et ça va pas s'arranger, parce qu'une fois arrivé à la pizzeria, l'homme en qui il avait tellement confiance, son sauveur, le tue froidement sous les yeux du fantôme de Suzy qui se trouve ainsi être le seul témoin de la scène. Et entre le chagrin d'avoir été trahi et son habitude de la violence, Cassidy se laisse complètement consumer par son désir de vengeance. Comment as-tu pu me faire ça à moi? Moi qui t'aimais tellement, moi qui me croyais spécial à tes yeux. Finalement, je valais pas plus pour toi que tous les autres enfants que tu as tués. Si t'imagines une seule seconde que je vais te laisser t'en tirer comme ça, tu me connais très mal. Ce que tu as osé me faire aujourd'hui, je te le ferai payer au centuple. Quand Cassidy lui dit qu'il est l'enfant qu'il aurait jamais dû tuer, c'est tout ça qu'il lui dit en vérité. Voilà, comme ça j'y crois enfin. Il me fallait au moins ça pour me faire avaler qu'un jeune enfant, qui est quand même censé représenter l'innocence dans l'imagination populaire, puisse devenir un tortionnaire impitoyable après sa mort. Ça implique que Cassidy soit un garçon, mais il a le droit d'être un garçon. Pour que je change d'avis dans le futur, il faudrait vraiment qu'on nous donne une preuve indiscutable que Cassidy est une fille. Par exemple, qu'on nous dise enfin chier à son sujet, tout simplement. Ou éventuellement qu'on nous sorte une histoire encore plus violente sur le plan psychologique, et qui expliquerait tout aussi bien le coup du Allman Consequences. Et encore, parce que dans ce cas-là, il faudrait m'expliquer pourquoi le gamin de Midnight Motorist n'a pas viré complètement psycho. Parce que quand on donne un passé aussi dur à un personnage, c'est pour une bonne raison normalement. Et maintenant, si vous avez encore 5 minutes, j'aimerais vous montrer plusieurs éléments qui pourraient relier Cassidy et Jeremy Fitzgerald, le premier gardien qu'on incarne dans FNAF 2 donc. Premier constat, Cassidy est un prénom irlandais, et Fitzgerald est d'un nom de famille irlandais très connu. Oui mais voilà, si vous avez suivi ma première théorie sur Jeremy, Fitzgerald est sans doute un faux nom. Mais ce personnage est quand même d'origine irlandaise, s'il a construit sa fausse identité exactement de la même manière que son ami Michael. Pour les nouveaux, vous avez sans doute remarqué qu'on insistait beaucoup sur le prénom Jeremy ces derniers temps, entre Elle Wanted et le placement pas hyper discret de son nom dans un des romans Fazbear Frights. Pour moi, c'est pour nous remettre sur la piste de Jeremy Fitzgerald. Selon ma théorie, c'est le meilleur ami de Michael, celui qui porte le masque de lapin et qui est donc aussi coupable de la mort du Crying Child, vu qu'il le tient avec Michael et qu'il le place également avec lui dans la gueule de l'animatronique. Rongé par le remords d'avoir tué cet enfant, il aide Michael à arrêter son père pour protéger les autres enfants. C'est une quête de rédemption donc, c'est pour ça qu'il revient travailler dans la pizzeria de FNAF 2 nuit après nuit malgré le danger. C'est pour ça que c'est lui qu'on trouve dans FNAF 3, et c'est aussi pour ça qu'on le retrouve aux côtés de Michael dans Pizzeria Simulator, dans la peau d'une ours brun jaunâtre, qui parle de lobotomie alors que Michael est représenté par un ours polaire. Il a choisi le prénom du petit garçon qui possède Bonnie, tout comme Michael a choisi celui du petit garçon qui possède Foxy, sans doute pour montrer qu'ils regrettent leurs actes et qu'ils veulent désormais se battre au nom des enfants. Tout ça j'avais déjà expliqué, mais aujourd'hui je voudrais qu'on voit en détail pourquoi cet homme a choisi le nom Fitzgerald. Là-dessus, on va encore se baser sur Michael, vu que les deux complices ont l'air d'avoir créé leur fausse identité de la même manière. Dans FNAF 2, il a choisi de s'appeler Fritz Smith, Smith étant sans doute le nom de famille anglais le plus connu au monde. Il est tellement répandu chez les Anglais qu'on en fait des blagues dans les films. Il est souvent utilisé par des espions ou des tueurs qui veulent passer pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Comme dans Mr. et Mrs. Smith par exemple, avec son couple de tueurs à gages. On pourrait simplement se dire, bah Michael a pris le nom Smith parce qu'il a un accent anglais, histoire de rendre sa fausse identité plus crédible, vous voyez, surtout qu'il se ramène avec le prénom Fritz, que de très nombreux adultes identifient tout de suite comme un prénom allemand. Vous saviez que ce prénom est tellement répandu en Allemagne qu'il était utilisé comme une insulte par les forces alliées durant la Première et la Seconde Guerre mondiale? Je cautionne pas le fait d'utiliser un prénom comme une insulte bien sûr, c'est juste pour vous expliquer pourquoi l'origine allemande du prénom Fritz est aussi connue dans tous les pays qui ont combattu l'Allemagne durant ces guerres. Et surtout pour vous montrer que Scott a pas été discret sur son énigme. Il a fait exprès de choisir que des noms et des prénoms connus. Parce que les fausses identités de Michael, c'est une énigme. Et ça va bien au-delà de la simple histoire d'accent. Quand on regarde sa seconde fausse identité, à savoir Mike Schmidt, on remarque d'autres détails très curieux. D'abord Schmidt, qui est le second nom de famille allemand le plus répandu. Encore de l'allemand donc, alors qu'on est en face à un homme avec un accent anglais qui essaie de se faufiler dans une entreprise américaine. On pourrait se demander ce qui lui passe par la tête pour choisir un nom de famille allemand franchement. Pour couronner le tout, on voit que Schmidt et Smith se ressemblent quand même beaucoup. Et là je vous arrête tout de suite, ils font plus que se ressembler. La vérité c'est qu'il s'agit exactement du même nom de famille en anglais et en allemand, et ils dérivent tous deux en droite ligne du métier de forgeron. Ça aussi c'est surprenant comme choix, pas vrai?
Et enfin on a Mike, qui est un prénom anglais, mais aussi le diminutif de Michael. Si c'était juste une histoire d'accent, elle aurait pu prendre plein d'autres prénoms anglais, comme James par exemple. Mais lui, il prend un surnom que son propre père a l'habitude d'utiliser. Bizarre. Quand on fait la synthèse de tout ça, ça donne quoi? Ça donne que Mike a pris le prénom de Fritz, mais qu'il pouvait pas se permettre de prendre aussi son nom de famille tel quel. Ça aurait fait un peu désordre de postuler Schwarzberg avec le nom complet d'une des petites victimes. Alors il a pris le nom de famille anglais le plus proche du sien. Pour son autre identité par contre, il a pris le vrai nom de famille de l'enfant. Je m'en suis rendu compte qu'après coup, parce que je connaissais pas l'origine du nom Schmidt, j'avoue. Moi j'étais seulement bloqué sur le prénom Fritz. Mais c'est beaucoup plus logique comme ça honnêtement, parce que prendre l'identité de l'une des victimes de son père dans FNAF 2, c'est une action très forte sur le plan symbolique. Et on se demanderait bien pourquoi il arrêterait brusquement de mélanger son identité à celle de l'enfant dans FNAF 1. Quant au coup de Mike, je pense qu'il y a un autre message en plus de la quête de rédemption. Ce message, c'est « Coucou papa, c'est moi, je viens de péter les genoux au nom de Fritz ». Le coup du héros qui fusionne son identité avec celle d'une victime, c'est assez courant dans les livres et les films, vous savez. Dans les exemples les plus récents, il y a Lone Ranger, où un perso prend carrément l'apparence de la victime pour poursuivre son meurtrier. Dans ce genre d'histoire, l'idée maîtresse est toujours la même, le héros veut bien faire comprendre au méchant qu'il va le punir au nom de sa victime. Donc Scott est resté dans le classique avec son énigme en vrai, c'est juste qu'il a rajouté une couche de rédemption par-dessus. Et au final, ça nous dit quoi sur Fitzgerald? Ben ça nous dit que c'est son faux nom, mais qu'il y a de grandes chances pour qu'il soit assez proche du vrai nom de famille du petit Jérémy. Ça nous dit aussi que Monsieur Masque de Lapin avait sans doute une bonne raison pour choisir un nom de famille irlandais. Il y a une vraie probabilité d'origine irlandaise, voire même d'accent irlandais pour ce personnage. On a donc déjà un détail qui pourrait le relier à Cassidy. Et vu comment Scott s'amuse avec l'origine des noms, c'est pas juste un petit détail pour moi. Toujours dans les jeux vidéo, on a aussi la couleur assez surprenante de ce nounours, comme a fait remarquer l'un de mes abonnés. Faut reconnaître que c'est assez jaunâtre quand même, et que Scott a l'habitude d'utiliser les couleurs pour placer des indices. Ça aurait pu être plus jaune, pour bien montrer le lien avec Cassidy, mais en même temps, si nous l'avait vraiment fait jaune, on aurait tous été là en mode « Ouah, il y a Golden Freddy dans Pizzeria Simulator, qu'est-ce qu'il fiche là ?» Si, dites pas le contraire, dès qu'on voit un nounours jaune, on pense à lui. Donc oui, c'est un détail intéressant, merci de me l'avoir fait remarquer. Et enfin, on a également le DLC Curse of Dreadbear, qui, de mon point de vue, fait partie des tentatives désespérées de l'équipe pour nous remettre sur la piste de Jeremy Fitzgerald. Dans ce DLC, Jeremy Fitzgerald est surtout représenté par Dreadbear, avec l'allusion super discrète à sa lobotomie. Mais selon les jeux, il peut aussi être représenté par Bonnie, tout comme Foxy peut représenter Michael. En gros, on a des allusions à son histoire dans tous les coins du DLC. On a 2 mini-jeux qui insistent énormément sur les masques, par exemple. On a aussi celui avec Mangle par rapport à la morsure de 1987. On voit plusieurs allusions à l'accident du Crying Child également, comme le fait que Dreadbear s'invite à la petite fête d'anniversaire de 1983, etc. Et au milieu de cette espèce d'énorme rébus autour de Jeremy Fitzgerald, on a a priori la maison de Midnight Motorist. Mais là, on pourrait dire que c'est juste Glitchtrap qui l'a fait apparaître pour humilier Cassidy. Ce qui m'embête le plus en vrai, c'est cette zone, qui à première vue a l'air de nous parler d'une séance cinéma, mais qui au final a plutôt l'air de nous parler d'une séance télé. Pour couronner le tout, celui qui semble complètement hypnotisé par l'écran, c'est Bonnie. L'un des symboles possibles de Jérémy, donc. Et honnêtement, la seule référence que je vois à l'heure actuelle, c'est ce passage dans Midnight Motorist. La personne qui est dans ce fauteuil, on sait pas qui c'est. On sait même pas si c'est une femme, un homme, une jeune fille ou un jeune garçon. On n'a aucune indication dans le jeu Midnight Motorist en lui-même. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il ne peut pas s'agir de la mère, parce qu'une mère devrait s'interposer physiquement entre son mari et son enfant. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent dans la vraie vie, la maman prend souvent les coups à la place du petit en essayant de le défendre. Mais il y a aussi des familles où la maman laisse faire. Donc le fait qu'elle reste dans son fauteuil en disant juste « laisse-le tranquille ce soir », ça prouve rien en vrai. Tout ce que je dirais, c'est qu'on pardonnerait plus facilement cette attitude de la part d'un autre enfant, parce qu'il est trop jeune pour vraiment comprendre l'ampleur de la situation, parce qu'il est trop petit pour vraiment tenir tête au papa de toute façon, etc. Mais au final, c'est vraiment cette zone qui me donne envie de placer Jeremy Fitzgerald dans ce fauteuil. Ça pourrait nous donner un personnage vraiment très intéressant, qui porterait à la fois la culpabilité d'avoir tué le Crying Child, et celle d'avoir laissé son frère se faire kidnapper. Parce que si c'est bien lui dans le fauteuil, c'est lui qui devait surveiller et protéger Cassidy cette nuit-là. Vous avez déjà entendu les témoignages de parents dont l'enfant a été assassiné ou kidnappé à quelques mètres d'eux, ou même de moniteurs de camps de vacances? Moi j'en ai entendu et c'est toujours la même chose. Si seulement j'avais regardé par la fenêtre à ce moment-là, si seulement j'étais allé lui faire un dernier bisou sur le front avant de me coucher, si seulement j'avais fait ma ronde un peu plus tôt, si seulement j'avais pas écouté la télévision à fond, si seulement... Des années après, c'est si seulement. Ils se sentent coupables toute leur vie, ces gens. Ils le sont pas pourtant, hein. C'est la faute du meurtrier, honnêtement. Oui, mais ils étaient seulement à quelques mètres, ils étaient les seuls à pouvoir l'arrêter et ils ont rien vu, rien entendu. Autant dire que cette personne, si Scott a bien travaillé la psychologie de ses personnages comme je le crois, elle a jamais dû se remettre du kidnapping de Cassidy. Oui, ça nous ferait vraiment un passé très lourd pour Monsieur Masque de Lapin, mais en même temps Scott a pas été tendre avec Michael non plus, hein. Du coup, si c'est bien lui dans le fauteuil, la maman est peut-être la personne enterrée dans les bois. Mais pour le moment, il y a beaucoup trop de pistes possibles pour en être sûr. On sait pas ce qui s'est passé chez JR par exemple.
Peut-être que Yellowman a l'habitude de se battre avec les gens pour un oui ou pour un non, et qu'il a fini par aller trop loin avec l'un d'entre eux. Faut voir. Pour l'instant, l'espèce de tombe, j'attends vraiment plus d'informations sur elle. À part ça, j'ai vu des choses intéressantes dans les derniers livres FNAF aussi. Livres qui ne sont pas du tout canons avec l'histoire des jeux, mais qui s'inspirent des événements et des personnages de FNAF. Parfois, ils nous filent aussi des indices sur les jeux, et ils peuvent nous révéler en avance le nom d'un personnage par exemple, ou même nous teaser des événements, comme le retour de Baby dans Security Breach. C'est pour ça que c'est intéressant de les lire et les analyser, même si c'est pas toujours évident de différencier les vrais indices à utiliser des éléments qui existent seulement dans les bouquins. Dans la catégorie indices autour de Jérémy, on a déjà vu celui du gâteau d'anniversaire, où le nom du héros de l'histoire, Jérémia, est mal orthographié pour devenir Jérémy. C'était une sorte de relecture sous acide de la fête du Coinchild, sans doute pour nous faire comprendre que le Jérémy que nous recherchons est lié à la morsure de 1983. Ça, je le considère comme un vrai indice exploitable, parce que nous remettre encore une fois le prénom Jérémy, c'est quand même pas top discret. On a un peu l'impression qu'ils essaient d'attirer notre attention. Cela étant dit, le pire grillage de plomb, c'est la nouvelle Pressure du tome 3 de Tales of Pizzaplex. J'ai lu il y a quelques jours, franchement, et ils nous ont carrément filé l'histoire de Jeremy Fitzgerald sur un plateau. Il y a tout dedans. Ses regrets d'avoir écouté ses amis, le costume de lapin qu'il porte, le fait qu'il voulait pas être méchant et qu'il préférait être un gentil garde de sécurité, son envie de protéger les enfants, même le coup de la fusion de l'identité avec les victimes de William Afton, il nous la donne. Parce qu'il tombe sur un groupe de jeunes enfants en danger et il va leur donner le nom de ses propres amis dans sa tête. Et puis l'auteur insiste comme une dingue en plus, elle arrête pas de faire répéter les mêmes choses à son personnage. Non, je voulais pas être un méchant, je veux être un gentil garde de sécurité. Pourquoi j'ai écouté les autres? Je voulais pas être un méchant, je préférais être un gentil garde de sécurité. Mais ça s'arrête jamais en fait. Et le plus beau, c'est la conclusion finale, quand il finit par choper le psychopathe qui voulait s'en prendre aux enfants. C'est magistral. Bon sang, quand un auteur veut te faire passer un message, tu le vois. Je m'arrête là, mais je vous ferai une analyse détaillée de cette histoire à part, parce que j'ai promis des vidéos sur les livres. En attendant, vu à quel point l'auteur nous répète bien l'idée que ce gamin regrette ses actes et qu'il veut se racheter, je considère cette histoire comme une tentative désespérée de faire comprendre à la communauté qui est Jeremy Fitzgerald et pourquoi il se bat contre William Afton. Par contre, dans cette histoire, il n'y a pas une seule petite référence à Cassidy, c'est vraiment concentré uniquement sur la quête de rédemption de Jeremy. Et je suis la première à reconnaître qu'avoir contribué à la mort de ce petit, c'est suffisant pour avoir envie de se racheter en protégeant d'autres enfants des actions de William Afton. En vrai, il n'y a pas besoin qu'il soit le grand frère de Cassidy. Ça lui rajouterait juste une bonne raison supplémentaire d'affronter William. Donc je suis un peu perplexe. Cela dit, il y a une autre histoire qui peut faire le lien entre Jeremy Fitzgerald et Cassidy. Je parle de What We Found dans le tome 8 de Fazbear Frights. Elle aussi aura droit à une vidéo détaillée, mais là, pour vous résumer, il s'agit d'une relecture de FNAF 3, dans lequel on suit le nouveau gardien de l'attraction Fazbear Fright Horror. C'est intéressant parce que je fais partie des gens qui pensent que c'est en réalité Jeremy Fitzgerald qu'on incarne dans ce jeu. Là où ça devient également très intéressant, c'est que dans le livre, ils lui ont donné un beau-père violent qui le frappait. Et pour accentuer le lien avec Midnight Motorist, il précise également que sa maison a brûlé. C'est un petit détail sympa, étant donné que dans le speech de Toshika, on sous-entend que William Afton avait envisagé de brûler cette maison en dernier recours, s'il n'arrivait vraiment pas à faire sortir l'enfant. En fait, c'est comme s'ils avaient fusionné l'histoire du gardien de FNAF 3 avec l'histoire de l'enfant de Midnight Motorist. Le seul problème, c'est que ça prouve pas grand-chose. Il y a eu d'autres histoires où ils ont fusionné des personnages. Par exemple, le petit Jack est une sorte de fusion du Coinchild et de Charlie, et ça nous raconte pas grand-chose a priori. Donc je considère pas cette histoire comme un indice franc, parce que ça pourrait être un hasard en vrai. Je souligne juste que si ma mémoire est bonne, c'est la seule histoire de Fazbear Frights où on a vraiment une référence à la maltraitance physique d'un enfant, et ils nous la mettent avec le gardien de FNAF 3. Il faudra attendre pour voir si c'était vraiment un indice ou pas. Au final, moi, ce qui me perturbe quand même le plus, ce sont les noms irlandais et tous les éléments bizarres qu'on voit dans cette zone. Mon impression générale, c'est que leur grande priorité est de nous faire comprendre qui est vraiment Jeremy Fitzgerald, mais qui mettent peut-être déjà des indices en place pour relier Jeremy et Cassidy par la suite. Donc je vais parier sur le fait que Jeremy est le grand frère de Cassidy, même si je reconnais qu'il a déjà une bonne raison de combattre William sans ça. En attendant, s'ils sont bien reliés tous les deux, ça voudrait dire que les petits frères de Michael et Jeremy sont coincés ensemble dans le même animatronique. Et c'est plutôt stylé en fait. Et ça voudrait dire aussi que FNAF ne raconte pas seulement l'histoire entremêlée de deux familles, à savoir celle de la famille Afton et celle d'Henry, mais celle de 3 familles. On verra bien ce que nous réserve le futur. En attendant, il y a au moins 2 choses de sûres. La première, c'est que je suis ravie d'avoir pu partager ma théorie avec vous. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Elle était longue à faire, mais heureusement j'ai eu l'aide d'un ami qui m'a bien aidé en me faisant cette jolie animation. Il voulait pas vraiment que je parle de lui à la base, mais je vous invite quand même à aller voir sa chaîne, il fait plein d'animations sympas. Et la seconde chose de sûre, c'est que l'Irlande est un beau pays. Par contre, faut aimer le vert.